Hi, this is Gail Kim TNA Knockout, and you're listening to Wrestles Radio. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode de Next Gen Wrestles consacré à NXT TakeOver Brooklyn, un spécial event du roster NXT qui se déroulait au Barclays Center, donc à New York, à Brooklyn, comme le titre l'indique. Et c'est le même lieu que SummerSlam qui a lieu juste le lendemain. Ce soir, pour m'accompagner, non pas deux espoirs de Wrestles Radio, mais deux athlètes confirmés du microphone. Le premier est l'homme de l'ombre, notre couteau suisse sans le compte en banque, c'est Vincent. Bonsoir Pierre, content de te retrouver. On a enfin un vrai animateur, n'est-ce pas Rubenito? Salut Ruben, comment ça va? Il est pas là. Le second a la taille de Rey Mysterio et quand il vous dit bonsoir, le cheveu sur la langue de Jack Swagger, c'est Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Et voilà, il est là, le petit cheveu, il est là, toujours présent. J'en ai sur la tête et un peu partout. Et Jack Swagger, donc, qui a un magnifique accent américain dont tout le monde se moquait, et pour l'oreille d'un Français, c'est quand même beaucoup moins audible. Mais bon, il l'a, voilà. Avant de nous lancer dans ce show spécial, donc, avec plus de 15 000 âmes présentes au Barclays Center, on se laisse avec We Like It Loud de Sleeping with Sirens, et ensuite on va parler du show. Nous revoici donc au Barclays Center où le show s'ouvre avec Triple H qui fait un petit discours d'abord un peu sans micro, destiné plutôt aux spectateurs, et ensuite prend le micro pour de mettre un bon gros We are NXT avec une arête bien chaude déjà. Une arête d'autant plus chaude que le premier match, c'est un match un peu exhibition, on pourrait l'appeler comme ça, vu que Jushin Liger, j'espère que je le dis bien, moi je le connais pas. Liger. Liger, ouais, merci. Affrontait Tyler Breeze dans un match en simple, donc Jushin Liger, donc, qui est une vraie légende au Japon. Vincent va pouvoir nous dire ça un peu plus en profondeur. Un match remporté justement par le japonais en 8 minutes 42. Bah tiens, Vincent, vas-y, lance-toi. Bah déjà un peu déçu que la WWE n'ait pas utilisé le vrai thème de Jushin Thunder Liger, qui est pour moi l'un des meilleurs thèmes du monde du catch, devant n'importe quel thème de la WWE ou hors autre promotion. Donc un peu déçu sur ce côté-là. Après Liger, faut quand même rappeler qu'il a 50 ans. 50 ans, je crois que c'est le même âge que le Taker. Et quand vous voyez ce qu'il peut encore faire à l'âge de 50 ans, sachant qu'il a un style plutôt aérien, donc c'est beaucoup plus de prise de risque au fil des années, je trouve que c'est quand même formidable ce qu'il peut encore faire. Après, au niveau du match, je pense que si on avait de grosses attentes, on va être déçu. Moi, j'avais pas de grosses attentes parce que je sais quel âge a Liger, je sais ce qu'il peut encore donner, et je trouve que comme c'est un match sans rivalité, il n'y avait pas besoin forcément de mettre un long match, donc pour un match d'ouverture, c'est très très bien. Seb. Ouais, moi, j'avais pas non plus de grandes attentes sur ce match parce que je ne connais pas vraiment Jushin Liger. Je suis comme toi, Pierre, hein. Moi, je le découvre. Je crois que c'est vraiment la première fois que je le vois dans un ring. C'est là qu'on se dit que la scène japonaise, c'est quand même tout un monde à découvrir, quoi. Ah bah oui, c'est clair, ça n'a rien à voir, quoi. Juste pour dire que Liger n'a pas combattu que au Japon. Oui. À la fin des années 90, il était à la WCW. Ah, du WCW que je ne regardais pas non plus. Donc voilà. Sinon, moi, je ne connaissais pas le style de ce catcheur particulièrement, donc je sais pas ce qu'il était capable de faire, ce qu'il n'était pas capable de faire, donc j'avais pas de point de comparaison là-dessus. Donc ce que j'ai vu m'a semblé plutôt solide, hein, pas grand-chose à redire de ce côté-là, d'autant plus qu'il a 50 ans, comme tu viens de le dire, Vincent. Donc quand même, il faut le faire encore à son âge-là. Sinon, le
Tyler Breeze, je pense que ça lui aurait fait du bien de remporter ce match-là parce qu'il est actuellement dans une phase où il est un petit peu bloqué, je dirais, au mid-card. Bah, il plafonne, hein, il plafonne Ouais, à c'est ça. NXT. Je le vois pas aller au-delà de là où il est actuellement, un petit peu comme Dolph Ziggler dans le main roster. On le voit pas en main event, quoi. Il fait des solides performances, mais il reste bouché au bout d'un moment. Et là, cette victoire contre Liger, si ça avait été le cas, ça aurait pu peut-être le propulser un petit peu au-delà. Donc là, c'est dommage de l'avoir fait perdre. Bah, on en parlait un petit peu dans notre pré-show personnel, c'est-à-dire ce qui n'est pas enregistré, avec Vincent et Rubenito qui étaient là aussi. On disait que justement Tyler Breeze plafonne à mort à NXT. Et ben, il est bloqué aussi par le fait que son gimmick, il est déjà présent dans le roster principal. Dolph Ziggler l'a fait en heel et en mieux. Donc du coup, mis à part cette entrée avec le selfie stick, il a rien de bien plus original. Et c'est dommage parce que c'est un mec qui a du talent, qui aurait une place quand même dans le roster principal, dans la mid-card. Mais c'est sûr que là, il a besoin peut-être un petit peu de step-up pour gagner une plus grosse place. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Bah, limite, moi j'ai envie de dire aussi que s'il a encore des gros matchs, Breeze, c'est parce qu'il est le seul heal confirmé, on va dire, de NXT, parce que je pense qu'il y a un petit problème de heal en ce moment à NXT. Ce qui est Avec, l'inverse du main roster, hein. Main ouais, roster, il le fait main beaucoup roster, de heal. c'est un peu l'inverse, ouais. Donc, peut-être aussi pour ça qu'il a encore des gros matchs ou qu'il peut encore prétendre à un match de championnat pour le titre de NXT, mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il peut pas aller beaucoup plus loin parce que ça reste un heal arrogant, donc il n'y a rien de plus classique, pardon. Je me questionnais justement là pendant le show qui serait le prochain challenger pour le champion NXT. On vous Kenta. spoil pas, même si je pense que vous connaissez aussi. Mais ouais, Kenta, pourquoi pas après, est-ce qu'il sera de retour de blessure, je sais pas. Enfin, Kenta, c'est Itami. Oui, on se comprend, Pardon. mais est-ce qu'il sera de retour? Mais en plus, il faudrait un heal, Oui, oui, quoi. oui. Ben, en fait, je pense que bah, de toute façon, la story Itami, ça va mener au fait que c'est Baylor qui l'a foutu dehors pour pouvoir avoir la place de contender, hein. Je pense que c'est clairement là où ça va venir. Et justement, Baylor qui lui turn, ce serait pas mal. Je pense que c'est un booking qui serait tout à fait faisable, hein. Enfin, je sais pas. Faudra voir, En tout cas, on est encore loin. on est encore loin de tout ça. Je pense que ce sera quand même lancé d'ici le prochain takeover. Je pense il est pas loin d'être guéri, Itami. Aucune idée, je sais que c'est une blessure à l'épaule, mais je n'ai pas vérifié combien de mois doit être absent. Puis bon, bah, il y a toujours Sami Zayn, mais Sami Zayn c'est un babyface, quoi. C'est impossible. Mais c'est sûr, oui, il manque des heals, il manque des heals. Sinon, sur le match, ben, Jushin Liger, du coup, ce one-shot à la WWE, il reste quand même correct, hein. Enfin, je pense que de toute façon, même si le match est court et que du coup c'est un peu décevant, ça reste quand même un bon match, quoi. C'est cool que c'est NXT qui ait eu l'exclu quoi du Oui. premier combat de Liger. C'est Après, je vois, un bon plus. en fait, je pense que la WWE sait très bien que le public de NXT n'est pas le même que celui de son main roster, qu'il a un petit peu plus marque sur les morts. Du coup, enfin, il serait arrivé dans le main roster comme sa nature. Je pense que ça aurait pas du tout marché, quoi. Là au moins, il y avait une petite pop, même si c'était pas extraordinaire. C'est sûr. Et Euh, juste pour finir sur ce match, pour dire que Liger, c'est comme celui qui a inventé le Shooting Star Press. mm, Et aussi pour dire que cette venue de Liger, ça fait un petit peu écho dans le circuit indépendant parce que la Ring of Honor a organisé un show à Brooklyn ce soir-là avec les plus grosses stars de la New Japan. Et Liger était absent du show de la ROH puisqu'il était à NXT. Donc c'est une petite attaque de la WWE sur la Ring of Honor. hein. Mais non, il savait pas du tout qu'il y avait un show de la Ring of Honor, voyons. Bah non, on n'était pas au courant. On surveille pas du tout les autres fédérations, voyons. Ah là là, pour qui vous nous prenez, franchement. Euh, Ouais, bon, on va passer au prochain match. Un match par équipe entre les champions, donc Blake et Murphy, qui affrontaient les Vaudevillains, qui est donc une équipe composée de Hayden English et Simon Gotch. Et un match qui a été remporté par les Vaudevillains. En 2016, ils étaient accompagnés de Blue Pants, qui arrivait un peu dans une sorte de surprise en fait, face à Alexa Bliss. Donc il y avait des petites, comment dire, des petites bastons ringside entre les deux. Et donc du coup, premier titre par équipe pour les Vaudevillains, il me semble.
C'est sûr même. Ouais, c'est même sûr, oui, de toute façon, oui, le premier, enfin, The Ascension, après Lucha Dragons, après, il n'y a pas eu grand-chose de toute façon dans l'histoire de NXT. Donc en 10 minutes 16, voilà, bah Seb, vas-y. Il n'y a rien de bien fou non plus dans ce match en termes de qualité in-ring. C'était surtout sur une psychologie certaine qui ont voulu jouer avec Alexa Bliss, notamment qui pendant les shows weekly donnait beaucoup de claques à English et Gotch. Et là, à la fin du match, tu as Blue Pens qui contre justement la claque de Bliss et qui va lui en mettre une. Donc c'est ce que tous les fans attendaient depuis plusieurs semaines. Donc ça a été bien construit ce petit segment-là. Après, je comprends pas trop la foule, je dois avouer, sur Blue Pens. C'est quand même. Blue Pen City, bitch. Ouais, c'est abusé quoi. Blue Pen City, moi j'ai pas compris. Enfin, ça sert à rien, mais c'est quand même très drôle, quoi. Aussi, je crois que Suplex City, c'est le genre de chant qui va revenir Ouais, comme le chant Watt. Mais c'est génial. une question pour Sébastien, parce que moi je suis pas trop le show NXT malheureusement, le show hebdomadaire. Enfin, ça vient d'où cet amour du public pour Blue Pants? De nulle part, je crois, non? Les pantalons bleus. Ouais, Ouais, non, bah, je me mais demande comme toi, hein, je comprends pas, hein, c'est ce que je dis juste avant, parce qu'elle a rien prouvé dans le ring ou quoi que ce soit, elle a pas particulièrement de charisme ou quoi que ce soit, je veux dire, ça tombe vraiment de nulle part, cette pop là, c'est quand même assez incompréhensible. Moi bah, je dirais Seb, une chose, elle s'appelle pantalon bleu. Moi je propose on mette tous les deux un jean bleu et que demain on aille à un show là du 2. Peut-être on va avoir des matchs Ouais, aussi, peut-être, hein. Ah bah tiens, on va c'est tenter, vrai ouais. que là, vous tenez quand même une petite particularité du public NXT, c'est qu'il marque un peu pour tout et rien parfois. Des fois, c'est cool pour l'ambiance et des fois, ça fait quand même un peu injustifié. Bon, voilà quoi, on va pas non plus en faire un drame, je pense. Ça reste. Vincent, t'as pensé quoi de ce match, tiens? Parce qu'on parle beaucoup On parle beaucoup des à côté, mais des deux surtout pas dames, des ouais, pantalons. voilà, Voilà. des pièces rajoutées, ouais. Mais, mais oh, j'ai plutôt bien Tiens, aimé Benito vient de revenir. Salut. quitte mon compte, s'il te plaît, Benito. Oui, non, en fait, c'est juste pour dire que j'ai bien aimé le match. J'ai trouvé que les champions en titre étaient mieux que d'habitude parce que d'habitude, il y avait quand même quelques botches dans leur match. C'était pas forcément très. Enfin, surtout, je crois que c'est Blake qui botchait pas mal. Murphy, ça va, mais Blake, je trouve qu'il était pas toujours très à l'aise. Et là, c'était mieux. Après, je comprends pas trop pourquoi la 2 a voulu pusher les Vaudevillains. Je trouve que Enzo Amore et Colin Cassidy sont plus populaires auprès du public NXT. Donc après, pourquoi pas, j'ai rien contre les Vaudevillains, mais je suis pas forcément fan non plus, quoi. Ah, pour moi, les Vaudevillains, ça fait aussi partie des équipes qui n'ont pas d'avenir en tant que tel dans le main roster. Je vois pas du tout cette gimmick réussir à Raw ou SmackDown, C'est hein. dommage parce que ça a tellement de classe cette entrée en noir et blanc. Enfin, Bah ouais, en tout cas, moi je vois beaucoup plus les deux là réussir que Ascension, quoi. Parce que Ascension, hormis mettre des épaulettes en mode Road Warriors, y a rien, ouais, quoi. mais ça a été rajouté. Enfin, c'était pas si présent quand ils étaient à NXT. Je sais pas, Bah, peut-être à ils n'avaient pas NXT, y avait su. rien, Ouais, voilà. c'était juste une équipe un peu dark, quoi. Mais Ouais, mais justement, ça leur allait bien, hein, ce côté Monster Hill, là. Mais bon, enfin, c'est toujours compliqué, hein, le passage au main roster. Moi, j'ai trouvé qu'Aiden English avait gagné pas mal en muscles, enfin, en tout cas en masse musculaire. C'était un peu plus imposant que d'habitude, j'ai l'impression. Mais après, bon, bah, le match, ouais, il est très générique, quoi. Et bon, ça fait quand même un bon petit moment. La foule a bien suivi, donc du coup, ça reste sympathique. De toute façon, hein, la première partie du show, vous allez voir, ça reste quand même assez sobre, hein. Ça ne décolle pas trop. Bah, d'ailleurs, la suite ne décolle pas trop non plus, même si c'est les débuts d'un catcheur qui était attendu, donc l'ancien One Nation qui devient Apollo Crews, qui a battu le Perfect Ten Ty Dillinger en 4 minutes 43. Bon voilà, petit match. Je sais pas si vous avez grand chose à en dire, messieurs. Oh, moi, je ne connais pas le catcheur Apollo Crews, enfin, à part de nom, bien sûr, sur la scène indépendante. Je ne l'ai jamais vu catcher, un petit peu comme Joshing Liger. C'était la première fois que je le voyais en action. Là, on n'a pas vu énormément de choses. Il a beaucoup subi dans ce match-là et j'ai l'impression que c'était plutôt une mise en bouche sur son talent parce qu'il a quand même montré 3-4 mouvements impressionnants pour son gabarit. Donc j'attends de voir pour la suite, mais en tout cas, c'est une bonne introduction, je pense, pour son personnage. de, t-
toute façon, les matchs des débuts des catcheurs comme Kevin Owens, quand il avait fait ses débuts à un TakeOver, c'était pas un match non plus très long contre CJ Parker. Donc, c'est juste pour donner un petit aperçu de ce que peut faire le mec. Moi, j'avais vu Cruz en Allemagne, et c'est vrai que le mec, il peut faire un peu tout et n'importe quoi, quoi. Il fait partie un peu de ces mecs avec un gabarit assez impressionnant, mais qui peuvent quand même faire des trucs que des plus petits et moins athlétiques qu'eux pourraient faire, quoi. Ouais, c'est un peu un Brian Cage, quoi. Dans le Ouais, sens où il a le physique d'un John Cena, mais il a un peu de l'agilité d'un Neville, quoi. Et c'est très très appréciable. Et je pense il peut avoir un. Alors, je le connais pas plus que ça, enfin, j'ai vu quelques matchs, mais le cirque indépendant, il n'y a jamais beaucoup de segments, du coup, je sais pas ce qu'il vaut ouais, au voilà. micro ou au niveau de la Ce personnalité, sera le mais je facteur pense, déterminant, ouais, mais je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal, ouais. hein. Bon, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Moi aussi, il n'y a pas eu beaucoup de démonstrations non plus de Apollo Crews, hein. Il y a quand même eu quelques mouvements assez sympathiques, notamment son finisher que je trouve assez sympa dans la combinaison, quoi. Et sinon, bon, voilà, quoi. C'est un peu à l'image de ce début de show, en fait. Et on est tous un peu. Ah, c'était bien ce match, mais sans plus, quoi. Oui, ça se regarde sans plus. Sans plus, ouais. De C'est toute ça. façon, en fait, les grosses rivalités sont pas là, quoi. C'est clair et net. C'est Euh, en fait, cette première partie de show, c'est un match de Ligue 1. Ça se regarde, mais sans plus. et encore, un match de Ligue 1, ça dépend lequel. La suite déjà avec une rivalité un peu plus, allez, un peu plus construite, hein, qui dure depuis déjà quelques semaines entre Samoa Joe et Baron Corbin. C'est le premier qui a battu le second par soumission en 10 minutes 21 en surprenant Baron Corbin qui venait quand même de placer, je crois, son End of Days, hein. Non, 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 il non. n'est pas placé. Ah non, c'était pas ça. Il a tenté, C'était oui, mais c'était autre chose. Enfin, il venait de tenter quand même à tomber et sur le kick-out, c'est Samoa Joe qui fait donc sa soumission et qui réussit à endormir Baron Corbin, qui du coup est un peu forcé à l'abandon par l'arbitre. Bon, après c'est normal, il était un peu en train de s'évanouir. Vincent, tiens. ben, j'ai trouvé que c'était un meilleur match de Baron Corbin par rapport à ce qu'on a d'habitude. Bon, en même temps, c'était le plus long. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, le Baron Corbin, il a eu que deux matchs en fait depuis qu'il a NXT. Parce qu'à part ses squash, il a eu un match contre Aino, je crois que c'est au dernier TakeOver, Oui, et ce match-là contre Samoa Joe. Donc là, c'est le meilleur match parce que en même temps, c'est un peu difficile d'avoir un mauvais match contre Samoa Joe, mais je trouvais que le match était plutôt pas mal, mais après, enfin plutôt pas mal pour Baron Corbin. Mais après, le match reste assez ennuyant, je trouve. Et le truc que j'ai pas du tout compris, c'est que Baron Corbin perd sur KO. Bon, allez, pourquoi pas l'arbitre ne fait pas le truc du bras, je te lève 3 fois le bras. ouais. Bon, ça à la limite. Mais c'est que, genre, 10 secondes après, Baron Corbin, il est déjà en train de demander à l'arbitre pourquoi fait sonner la cloche, alors Ah, qu'il était mais censé être KO, quoi. je pense qu'ils vont capitaliser là-dessus, justement, hein. Ils vont jouer sur cette porte ouverte qui a été laissée. Baron Corbin va peut-être, dans les semaines qui viennent, dans les shows weekly, dire: ah bah non, j'étais pas KO, c'est à cause de l'arbitre, il a fait stopper le match alors que je voulais pas. Et, je pense Non, là, ils vont capitaliser. je vais faire mon Rubenito, Rubenito qui avait fait un pamphlet lorsque je crois que c'était Dolph Ziggler qui était resté un certain temps. Non, Ouais, qui était resté un certain temps au sol, juste Ziggler et Rollins au Survivor ouais, Series. voilà. Ouais, là, ça, c'est ce que souligne Vincent est assez juste. C'est le fait qu'il se réveille trop vite alors qu'il a été mis KO. En théorie, ça se passe pas comme ça, quoi. Mais Ça aurait je pense pu, comme Seb que c'est pour faire une rivalité parce que c'est la ouais, première défaite clean de Corbin depuis qu'ils l'ont poussé il y a un an. Donc, c'est vrai. Et mais moi, de toute façon, j'ai du mal à voir le projet Baron Corbin. Vraiment, c'est pas un catcheur que j'apprécie plus que ça. Je le trouve, bah, il y avait toujours ce compte Twitter, Why My Baron is Sad, qui montrait quand même que ce mec avait une seule expression faciale et qu'elle n'était pas tout à fait très charismatique, pardon. Enfin voilà. Puis bon, bah Samoa Joe, quand tu vois arriver à NXT, t'as envie qu'il affronte Finn Balor, t'as envie qu'il affronte Hideo Itami, t'as pas envie qu'il affronte Baron Corbin, quoi. Enfin, mais après, bon, le main event est un peu bouché, mais quand même, quoi.
y a peut-être mieux à trouver pour Samoa Joe, quoi. C'est sûr. Bon, Je sais après, pas. le heel turn de Corbin est quand même salvateur, hein. En face, ça Ah, n'a en rien fait, à voir. c'était affreux. Ça servait à rien. Là, au moins, ils peuvent jouer un petit peu sur les mauvaises réactions du public et dire que comme c'est un heel, c'est normal. Alors qu'en face, voilà, quoi. C'était pas normal. Ouais, ouais. Ces segments micro, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est assez simple, quoi. Il dit que, par exemple, Samoa Joe, il s'en fout de ce qu'il a accompli avant, comme Kevin Owens ou d'autres. Enfin, ça reste assez simple, quoi. Tu sens que c'est des promos qu'on lui souffle à l'oreille, c'est pas lui qui les écrit, quoi. Puis bah surtout il y met aucune intention quoi, c'est vraiment niveau charisme, c'est pas là quoi, c'est il n'y a pas ce qu'on appelle le hit factor quoi, c'est Mm. ce que la WWE cherche constamment quoi en fait, ce que un peu a créé The Rock en étant tout constamment ou bien Stone Cold quoi, en étant ces monstres de charisme qui englobaient un peu tout et surtout qui étaient des monstres au micro quoi. Et enfin, c'est ce que cherche constamment la WWE et ça, Baron Corbin n'a pas, quoi. C'est clair et net. Je pense qu'on a tout dit sur ce match. Rien à rajouter. Ça fait chier, ouais. C'est bon. Voilà, salut. On va se passer à la suite. J'ai peut-être oublié de mentionner le fait qu'il y avait William Regal qui a déclaré qu'il y aurait un grand tournoi tag team justement à NXT en honneur à Dusty Rhodes. Et qui va commencer prochainement, je sais plus, c'est pendant les shows hebdomadaires et qui mèneront donc au prochain NXT Takeover qui se déroulera en octobre. Ça commence le 2 septembre. Ça commence le 2 septembre, voilà. Et du coup, ça finit pour Takeover en octobre. Je crois qu'ils ont dévoilé le format, mais je ne suis pas sûr. Non, ils n'ont pas encore Ah dévoilé le non, ça format, ils c'est ont pas. juste dit que ce serait des équipes du passé, du présent et du futur de NXT. Et juste pour dire que peut-être la référence à Dusty Rhodes, c'est que Dusty Rhodes, avant d'être le rêve américain, il était en équipe avec Dick Murdoch et ça avait plutôt bien marché sur le circuit indépendant. Voilà. Du coup, là, on revient au bon temps du show avec Stéphanie qui introduit donc elle-même le match féminin en déclarant que même si elle a annoncé la révolution des divas à Raw, elle a commencé ici à NXT d'abord, ce qui est un peu hypocrite, mais on y reviendra. Euh, donc, elle annonce ce match entre Sasha Banks, donc championne, contre Bayley. Un match qui a duré 18 minutes 22, qui était un match pour le titre féminin et remporté par Bayley. Je vais commencer par Seb. Ah, moi, j'ai vraiment surkiffé ce match, vraiment excellent. Je suis très content. Très content que tu sois là. Ouais, parce qu'il y avait quelques petites polémiques sur cette page à l'intérieur de l'équipe. Rubenito, pour ne pas le citer, qui était un petit peu dubitatif sur ce match. Mais je vais rejoindre Pierre là-dessus. Moi, je suis vraiment très très fan de ce combat-là qui m'a vraiment, vraiment impressionné du début à la fin. Les deux catcheuses se sont données comme jamais. Elles ont fait des prises de risque de malade. Un saut, je pense aussi, de Sasha Banks par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring. Ça, pour une diva, j'ai aucun souvenir d'avoir vu ça récemment. Après, il y a beaucoup de prises aussi du haut de la troisième corde qui ont été tentées. Une par Bailey aussi qui s'est bien ratée, faut le dire, mais et qui a failli se faire très très mal. Mais bon, c'était quand même une grosse prise de risque là encore. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Sur un combat d'une telle qualité, on peut pas lui en vouloir, je pense, d'une petite erreur. Et donc moi, ouais, je suis très très fan notamment de la psychologie aussi du match avec le bras blessé de Bailey qui a été un facteur pendant le match. Je crois que c'était carrément la main. Ouais, Ah oui, c'est la main. c'est la main exactement, hein. Et le changement de titre me surprend pas par contre, hein. C'était le moment de changer de championne. Sasha Banks qui rejoint le main roster, donc elle n'a plus besoin de la ceinture. Et Bailey qui va devenir certainement un petit peu la patronne maintenant de la division féminine à NXT. Vincent. Alors, concernant la petite polémique à l'intérieur de la rédaction, j'ai pas trouvé le match mauvais, au contraire, j'ai trouvé le match très bon, mais je trouve en fait que le match a beaucoup été porté sur les épaules de Sasha Banks en fait. Je trouvais que c'était beaucoup sur. Après, c'est aussi le jeu hein, du heel et du face, mais je trouvais que c'était surtout grâce à Sasha Banks que le match était à ce point bon. En général, Bayley est plutôt moyenne par rapport à Sasha Banks, Becky Lynch ou Charlotte. Mais c'est un très bon match. Et pour en revenir sur Stephanie McMahon,
Oui, c'est hypocrite, mais je trouve que ce qui est encore plus hypocrite, c'est quand elle dit que le match pour le titre féminin va être dans le main event. Enfin, le premier main event de la soirée, Oui, parce qu'il va y en avoir deux. C'est comme à WrestleMania, il y a plusieurs main events, n'est-ce pas, CM Punk? But you gotta make Roman look really, really strong. Moi, je vais revenir sur le fait que tu dises que Sasha Banks a géré le match. Comme tu dis, bah, en fait, oui, c'est ce que tu as dit, c'est que c'est le jeu du face. Surtout, c'est inclus dans le storytelling. Enfin, Bayley, elle s'est un peu retrouvée dans une position à la Daniel Bryan, parce que ben, en fait, c'est l'exemple le plus récent qu'on a. Mais l'ultimate underdog, quoi, constamment un peu déçu de ne pas réussir à toucher le but, etc. Et elle a quand même initié deux trois moves qui étaient assez fous. Aussi, Seb, t'as dit que Sacha Banks, son saut à l'extérieur, elle l'avait pas déjà fait, mais il me semble qu'elle l'avait déjà fait plusieurs fois à Raw. Il me semble une Non, fois. mais en fait, d'habitude, Arrow, elle fait un tope Mais suicida, et là, elle est là, passée au-dessus, ouais, Elle est passée au-dessus de au-dessus de la l'arbitre. troisième, hein. au-dessus de l'arbitre aussi. Euh, enfin, J'espère qu'il a pris son pied. ouais, franchement. Non, ouais, franchement, il était assez fou ce move. Et enfin, surtout, il était d'une fluidité un peu supérieure à justement au Tope Suicida qu'elle tente habituellement. Euh, Surtout, ouais, voilà, c'est là où je voulais en venir. Ce match, il a été assez fluide, je trouve. Au niveau des séquences, etc. Il y a peut-être juste la fin où je pense que ça aurait pu être un peu plus rapide, où ça m'aurait pas gêné que ce soit un peu plus rapide que ça. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment un très bon match. Enfin, ça m'épate de dire que c'est vraiment très bien construit et même encore maintenant qu'il y a Charlotte, Sasha Banks et tout dans le main roster, j'ai toujours l'impression qu'il y a ce petit plus à NXT, qu'on leur donne plus l'occasion de se libérer et que on voit bien que même devant 15 000 personnes, c'est pas ça qui les gêne. C'est vraiment pas ça qui les gêne, c'est pas le monde qui les gêne, c'est à mon avis la liberté qu'on leur laisse dans le main roster plutôt. Enfin, pour moi, ce match prouve clairement que le souci il est pas dans le fait d'avoir une grosse foule en face d'elle, mais plutôt dans le souci qu'on leur laisse pas assez de liberté et assez de temps d'antenne. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense aussi surtout que les jeunes femmes à NXT sont très très ambitieuses. Enfin, surtout les quatre cités, Bayley, Becky Lynch, Et euh, Charlotte. Charlotte et Sasha Banks, en incluant Paige et d'autres. Mais je trouve que c'est surtout la nouvelle vague là, est très ambitieuse parce qu'elle se rend compte qu'il y a moyen de faire quelque chose et que si elle a de donner un peu plus de temps, un peu plus de construisait un petit peu plus les matchs, les rivalités, il y aurait ça, enfin, ça prendrait Mais au niveau des fans, quoi. quand tu vois la promo qu'ils font avant, quand tu vois tout l'investissement qu'il y a eu de la part de 15 000 personnes, enfin l'ambiance, elle a été battue seulement par le main event juste derrière entre Finn Balor et Kevin Owens, mais bon, c'est normal. Et encore, enfin voilà quoi, tu te dis vraiment qu'il y a quelque chose à faire de tout ça quoi. Et on le dit depuis à peu près les débuts de Takeover quoi. Depuis les débuts de NXT Takeover, on n'arrête pas de dire ça et finalement on voit pas Ah, c'est une l'application constante, concrète. hein. C'est une constante. Les matchs féminins dans les takeovers sont bons, Ça hein. devient beaucoup trop frustrant, j'ai l'impression quand même. Mais franchement, ils auraient dû le 18, mettre dans le main event, quoi, parce que 18 les... minutes 22, je pense qu'il n'y a que le Far Way qui a dépassé ce temps-là. Ah, c'est sûr, ouais. Je je pense. pense, ouais. Ça doit être quand même c'est le match solo le plus long entre deux femmes, il me semble, à NXT. Faudrait vérifier, mais je pense que c'est ça. Et aussi la petite fin, la fin de match où elles ont totalement oublié les storylines du moment. Tout le monde s'est Ouais. pris dans les bras. C'était aussi Ça, un ça- moment ça sympathique. fait un peu ce moment où il y avait. C'est, moi j'étais comme ça dans ma tête et je voyais Triple H qui se disait ah, si seulement ça avait été comme ça quand il y avait Shawn Michaels, Kevin Nash et puis X-Pac. Enfin, je Je pense me que suis dit exactement la même j'étais chose. comme ça et je fais putain, demain ils sont virés. Mais C'est Mais là, c'est pas bref, du tout la même non, c'est époque, pas et la même c'est... époque. Il y a pas, c'est encore une grosse fédération. Enfin, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'était Triple H et Shawn Michaels qui faisaient un tag team contre Kevin Nash et. C'était Et Scott X-Pac? Hall. Non, Non, je c'est crois que Scott c'est Hall, C'est voilà. Scott Ouais, Hall. c'est Scott Hall, c'est moi qui me trompe. Et en fait, Kevin Nash et Scott Hall partaient à la WCW
Et en fait, à la fin de ce match, c'était en show, hein, c'était un show. Ouais, ouais, je crois que c'était un show au Madison Square Garden. Et en fait, les quatre qui étaient très potes, en fait, se sont salués, ont totalement brisé le kayfabe, ce qui avait totalement déplu à Vince McMahon, qui avait puni assez lourdement Triple H, un peu moins Shawn Michaels parce qu'il était plus main eventer établi. Mais en Et... fait, Shawn Michaels était champion, je crois, à l'époque du 2, Ah et ouais, Triple H faisait pas grand-chose, donc ouais. Triple H, en gros, a mangé de la merde au niveau des rivalités des matchs pendant quelques temps. Mais c'est surtout que c'était le fait que C'était pris. All et Nash partaient à la WCW, Ouais, quoi. c'est sûr que ça passait moins bien. Ça, Du coup, ce côté un petit peu heel et face, enfin Sasha Banks qui fait des câlins à Becky Lynch alors que demain ils vont être dans les équipes adverses, c'est un peu brisage de kayfabe tout ça, mais c'est très sympa à voir quoi. Puis on se dit qu'il y a quelque chose à faire justement avec ce côté for Horsewoman. Voilà, désolé, Horsewoman, pardon. Très, très mauvais mon accent anglais ce soir, dis donc. Enfin voilà, il y a vraiment. Là, on sent cet aspect révolution de diva quand on les voit à 4 sur le ring comme ça, quand même. et juste pour ajouter que j'ai trouvé quand même que Sasha Banks a 23 ans, ce qui est le même âge que Paige, alors qu'elle a beaucoup moins d'expérience, parce que Paige a commencé à l'âge de 13 ans. Je trouve qu'elle a quand même une intelligence dans le ring incroyable. C'est Par clair. exemple, quand elle porte sa soumission et qu'elle frappe la main de Bayley avec son pied, je trouve que c'est vraiment Ah bah ça fait partie d'un. totalement innovant et C'est incroyable. un détail de storytelling, mais enfin elle cible cette main et du coup dans le storytelling il y a vraiment une logique qui se met dedans et qui est, enfin au niveau ring general, hein, ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire que quand il y a un catcheur qui est un peu désigné pour diriger le match, elle a été très bonne quoi. C'est quand même très impressionnant. Bon, après, la suite n'est pas très logique puisque Bayley renverse et porte la même soumission, donc Ouais, ouais, c'est ouais. pas très logique qu'elle puisse porter la soumission avec ses deux mains, mais C'est c'est pas grave. le bank statement, je crois. C'est Voilà, ça. le crossface. Le crossface. Mais bon, bank statement, ça fait quand même plus classe avec son nom. Euh, enfin voilà. Euh, on va passer au main event, au clou du spectacle, comme dirait ce cher Philippe Chéreau. Et donc entre Finn Balor, donc champion, contre Kevin Owens, c'était un ladder match pour le titre qui a duré 21 minutes 45 et qui a été remporté par Finn Balor qui conserve son titre. Que dire? Que dire sur ce match, messieurs? Ouais, je dis toujours leader match. T'as Vincent qui me glisse sur le chat que je dis leader match. Comment tu veux que je le dise? Le match de l'échelle. Un match de l'échelle. Leader match. Comme ça. Ah, c'est parce qu'ils ont rajouté un écran LED autour du ring, c'est pour ça. Putain, Oh Ça là éteint. là. Vanne de fatigue. nous plongeons dans des profondeurs enfin, pas encore atteintes, voilà, parce que je ne sais plus parler. Voilà. Bah vas-y Seb, après une telle vanne, tu peux pas Ah, laisser la parole à j'aurais pu Vincent. partir quand même là-dessus, hein. Tu peux pas laisser la parole à Vincent là-dessus. Non, alors que dire, comme tu le dis juste avant, ouais, le match est bon hein, quand même, on va pas chipoter. Après, moi, j'avais des attentes assez élevées sur ce match-là et j'ai l'impression qu'elles ne sont pas totalement comblées. Je m'attendais peut-être à plus de spots avec des échelles. Il y avait une assez longue partie sans utilisation de cet objet-là. Et sur l'ensemble du match, il n'y a que deux échelles qui ont été utilisées. Donc ça fait un petit peu léger pour les standards WWE où on est habitué à voir un peu plus d'échelles impliquées quand même. Donc de ce côté-là, ça m'a un peu surpris. Après, ouais, il y a quand même quelques spots impressionnants hein, avec des bonnes prises de risque quand même. Notamment le dernier spot là que j'ai en tête quand Kevin Owens se laisse tomber sur une échelle posée à l'horizontale sur une autre échelle. C'était quand même assez couillu de faire ça. Et sinon, je trouve que le moment où Baylor décroche la ceinture est un petit peu plat, assez paradoxalement, puisqu'il porte quand même sa prise de finition du haut d'une échelle, mais j'ai trouvé le moment assez plat, je sais pas pourquoi, et si je suis le seul à ressentir ça comme ça, mais ça s'est terminé sans grosse folie finalement pour moi, et je reste en demi-teinte sur ce match-là. Vincent. Je trouve que t'es un peu dur sur le match parce
que moi je pense que ça peut devenir un classique du match de l'échelle à 2-2. Je pense que l'échelle en fait a très très bien été utilisée. J'aime pas trop quand ils sortent dans un match à part quand c'est un Money in the Bank parce que là il y a beaucoup de participants. Mais quand tu as deux participants et qu'ils sortent 10 échelles sur le match, je trouve que ça fait un peu trop. C'est un peu trop alors que là Je il n'y a suis pas d'accord avec forcément toi. eu. Ouais, non, mais en plus, là, il n'y a pas eu trop eu d'échelle utilisée. Je trouve que ça a été bien utilisé. En fait, l'échelle a été utilisée comme arme dans la majorité du match. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu plat à la fin, mais c'est peut-être parce que Owens venait de tomber, il s'est pris le finish, donc on s'attendait pas à un retour de Owens, quoi. Oui, oui, et puis bon, franchement, quand même, sur les spots, ils ont pris des gros risques. Moi, le Euh, spot qui m'a plus marqué, c'est plus quand, Owens, je sais plus comment il tombe Owens, mais il tombe sur l'échelle qui est entrouverte. ouais. Et là, c'est beaucoup plus dangereux, je trouve. Je trouve aussi. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est Baylor qui, justement, ouais, le repousse et. Enfin, ouais, c'est vraiment un très gros spot. Je trouve que là aussi, le storytelling a été bon. Enfin, en tout cas, à l'intérieur du match, parce que bon, sinon, la rivalité est assez classique, hein, c'est je suis le meilleur, non, c'est moi le meilleur. Euh, Quand même, faut le souligner, hein, quand une rivalité dépasse pas trop en Les termes pâquerettes. en termes d'originalité. Euh, Encore une fois, je suis très fan de l'entrée de Finn Balor quand même, hein, même si il y en a qui pourraient s'y habituer, mais moi je l'adore. Moi, à chaque fois, ça me met vraiment dans l'intérieur du match, quoi. Je me mets dedans dès qu'il y a dès cette entrée, et surtout là, ils ont utilisé des doubles. C'était très rigolo. C'est Baylor qui apparaît à droite, puis à gauche, puis à droite, puis enfin voilà, ils ont un peu fait popper des Baylor partout lors de l'entrée, et je trouve que Et du ça. coup, moi Oui. ça m'a fait un peu rire cette entrée. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, il y a le développeur 2K qui a sorti la vidéo de l'entrée dans le prochain jeu. Et ça donne pas du tout ça, c'est totalement ridicule en fait, Ouais, c'est vrai. l'entrée modélisée par 2K. Et du coup, quand tu vois que ça peut être bien fait en vrai, bah, ça fait un peu rire. Mais c'est vrai que l'entrée était très classe, Ouais, encore plus franchement, que d'habitude. ils ont ajouté un truc en plus. Enfin, de toute façon, la scène, elle était très belle. Enfin, le stage, il était vraiment très bien foutu. Mm. Tu sens qu'il y avait une plus grosse arène quand même, quoi. Et tu sens ce que peut donner vraiment NXT à grande échelle. Euh, En ce qui concerne le match, je rejoins quand même Seb sur le fait qu'il y avait des longueurs un peu bizarres. Bon, après, c'est un peu inhérent au ladder match, parce que sinon je vais me faire encore critiquer. Mais je pense que c'est comme, je sais pas, comme un cage match. Il y a un peu des passages clichés, un peu obligés, mais qui sont pas gênants tant que les catcheurs arrivent à en sortir le meilleur au bout d'un moment, tu vois. Et je trouve que là, ils l'ont fait. Je serais pas aussi partisan pour dire que c'est un potentiel moti ou un potentiel classique du leader match. Mais en tout cas, le match était très bon. Enfin, De toute façon, les deux derniers matchs, ils étaient clairement au-dessus, quoi. C'est clair et net. À choisir, moi je prends le match féminin sur les deux, hein. Ah bah de toute façon, on va choisir, t'inquiète pas. Voyons. Tu as oublié Je qu'il y avait... m'impatiente. Je m'impatiente. Voilà. T'as oublié qu'on choisit le meilleur match de la soirée quand même. Enfin voilà quoi. Il y a tout un aspect du podcast là-dessus. Franchement, tu me casses mon animation. Ah là là. Seb, t'es précoce, hein. Je suis colère. Ah, je suis démasqué, je suis démasqué. Je suis colère. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là? Parce que je tiens un peu la grappe au niveau du micro là. On a oublié de dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont apparues dans la foule ou dans les coulisses. Et Ah, il y avait notamment, Seth Rollins. je l'ai pas vu cette Rollins, mais il y avait Ric Flair, il y avait le Sergent Slaughter, il y avait Scott Hall, Kevin Nash, X-Pac, et X-Pac. surtout Kana, une japonaise qui apparemment a signé un contrat à la 2, ou alors ça va se faire. Et c'est une information qui a pas été trop dévoilée par le site américain, comme ça a été le cas pour Kenta. Du coup, si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle. Et Verpa va sûrement revenir très bientôt nous en parler s'il est dans le coin. Verpa, toujours coincé aux îles Féroé. Euh, on n'a plus rien à dire sur ce match, je pense, messieurs. Bon, on a fait le tour. Même si notre ami Verpa va peut-être revenir du coup pour Cana. On verra. Bon, je pense qu'on peut passer aux notes. Je sais pas, il y a quelqu'un qui me souffle Seb, mais je ne suis pas sûr. Allez, Seb. Ah ben tiens, quel hasard. Ah mon dieu.
Bon, alors, qu'est-ce que je vais donner comme note? Je suis dans le doute, Sur 10, mais hein, toujours. oui, sur 10, bien sûr. C'est pour ceux qui découvrent, si jamais tu dis 6, ils vont faire Ah quoi, c'est un scandale sur 20. Ouais. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a 4 matchs avant les deux main events qui sont un petit peu en dessous des attentes, qui restent solides, bien sûr, parce qu'il n'y a quand même aucun mauvais match. Il faut le dire quand même, c'est au moins solide chaque match. Si tu veux, tu peux Donc, donner 2 notes, je rajouterai un dans la division pour mettre un bon coefficient, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, je vais mettre un 7,5. Ouais, je pense que c'est une bonne note pour un show qu'on avait envie de voir, que j'avais très envie de voir, peut-être même plus que SummerSlam au niveau des attentes. Donc, j'ai pas été déçu. Vincent, Est-ce que je donne un 6,5? Il faut pas faire chier Pierre au niveau des notes. il va te mettre 7. Non, en fait, j'ai envie de mettre 7, donc 7 parce qu'il y a 2 gros matchs. Ah bah je vais mettre Le, re- 6,5. le reste est... le reste est solide à part le Baron Corbin Samoa Joe qui m'a ennuyé. Moi, je vais rejoindre Seb, je vais mettre 7,5. Spécialement pour les 2 derniers matchs. Surtout parce que j'ai vraiment adoré le match féminin qui m'en a mis plein les yeux. Ça faisait un moment que j'avais pas autant marqué sur un match. Même depuis, enfin, Battleground, tout ça, j'avais pas autant marqué sur un match depuis. Enfin, depuis un moment. Du coup, je vais mettre 7,5 spécialement pour ce match féminin parce que, enfin voilà, il a fait monter ma note d'un coup. Et pas que ma note. Euh, Pardon. Donc le match masculin aussi entre Kevin Owens et Finn Balor, et non pas qu'il a fait monter autre chose que ma note, mais voilà. Ah, il était très bon celui leur match. Et la première heure, voilà, elle reste regardable quand même, hein, faut pas abuser. Tout ça divisé par 3, enfin 22 divisé par 3. Attention, je me suis un peu fail sur la calculatrice, c'est fantastique. Ça fait 7,33. Je peux continuer très longtemps, ça va être ennuyeux. 3. Voilà, salut. Rebonjour. Donc 7,33, ce qui fait de ce show un show quand même largement regardable. Et qu'on vous conseille le MVP, ce match favori du podcast pour Sébastien. Je pense qu'il y a un suspense intenable sur Ah ton oui, choix. bien sûr, le match féminin, Et clairement. voilà, évidemment, Vincent, Pareil. le match féminin. Et donc, à la majorité absolue des 3 voix, ce sera le match féminin entre Sasha Banks et Bayley qu'on vous recommande grandement, qui est vraiment très bon. Et au plus grand plaisir de Rubenito. Coucou toi. Voilà. On va passer donc du coup aux petites annonces. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur YouTube. Le compte c'est Wrestlers Radio. Vous écoutez peut-être ce podcast actuellement sur la chaîne YouTube ou depuis peut-être notre page Facebook. Je sais pas, mais en tout cas c'est sur YouTube. Vous pouvez suivre, il y a Next Gen Wrestlers, Late Night Wrestlers et tous les autres formats de Wrestlers Radio. Sur Facebook, la page est devenue Wrestlers Radio Parlons Catch. Voilà. Ça dit clairement ce qu'on fait. Le Twitter, c'est @WrestlesRadio. On est aussi sur iTunes, en théorie, mais on a des petits bugs un peu à droite à gauche. Hein. Il y a des listes qui se décalent, etc. On vous signalera quand ce sera réglé. Je pense que ce sera le plus simple. On essaye. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave. On annulera tout ça. Mais en tout cas, on essaye de mettre ça sous forme de radio et du coup, ça vous permet en fait de suivre le compte et dès que vous allumez iTunes, en fait, ça se met à jour. Du coup, vous avez les nouveaux podcasts dès qu'ils sortent. Les partenaires, ouais, il y a Voxcatch évidemment. Il y a des petits nouveaux que je ne connais pas parce que c'est la première fois que je reprends l'animation depuis. Euh, Comme le monde du catch ou le temple du catch, il y a Catch Attack aussi. Il y a toujours British Wrestling Revival, donc qui est un site anglais qui se concentre sur la scène indépendante britannique, si je ne me trompe pas. Est toujours très intéressant et on fait toujours un petit zoom sur un catcheur britannique du mois sur le site wr.voxcatch.fr. Donc en fait, il y a la partie Wrestlers Radio, les canaux.
Le prochain Next Gen Wrestle sera donc en octobre, après le prochain Takeover. Le live de SummerSlam est probablement déjà passé une fois que ce podcast est sorti. Si ce n'est pas le cas, c'est lundi, c'est probablement ce soir à 22h30. Donc viendez, nous sommes là. Donc le prochain live, si vous avez loupé celui de SummerSlam, sera pour Night of Champions, si j'ai bien suivi la ligne des pay-per-view de la WWE. Pour les interviews, vous pouvez toujours suivre sur le YouTube. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à annoncer. C'est un peu une période creuse. Mais vous inquiétez pas, on reste toujours actif à vous chercher quelques catcheurs, que ce soit la Lucha Underground, la TNA. La WWE, c'est compliqué, hein. On peut pas vraiment taper sur ces catcheurs, hein. Leur image, elle est très protégée au niveau des interviews, etc. Et surtout, faut se l'avouer quand même, un podcast français qui passe sur YouTube, c'est pas forcément la cible prioritaire de la WWE actuellement. Mais sinon, voilà, des personnes de la scène indépendante, c'est ce qui nous intéresse et on espère que ça vous intéresse aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pour ce Next Gen Wrestlers. Je vais remercier Sébastien et Vincent, bien sûr, d'avoir été présents et d'avoir pu apporter leur analyse sur ce show. Ah, ça nous Mais a de fait rien. plaisir. En tout cas, moi, j'étais content de le faire, cette émission. Et il me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire à la prochaine et bisous à tous.